Dans ce 7e exercice Excel niveau avancé, nous devons de nouveau apporter des solutions découlant d'analyse de contexte. L'objectif, selon la philosophie du tableur, est de livrer un modèle parfaitement dynamique, réagissant aux modifications des hypothèses. Tous les calculs doivent donc être bâtis sur des variables, soit les références des cellules. Nous allons réaliser cette mise en pratique à partir de ce tableau présenté à l'écran. Il est question de primes à attribuer en fonction de quotas de vente à respecter. Tout d'abord, nous devons commencer par réceptionner ce tableau qui propose la structure et les données. Comme toujours, il est offert au téléchargement depuis le site bombache.fr. Sur la feuille de ce classeur nommé prime sur quantité, ce tableau donc résume les ventes d'ordinateurs réalisées par les représentants de l'entreprise. Et ces représentants sont énumérés en colonne B entre les lignes 5 et 16. Tous n'officient pas sur le même secteur et ces départements respectifs sont indiqués en colonne C pour les mêmes lignes. En colonne D sont listées leurs ventes respectives en quantité. La colonne E qui suit fixe les règles, elles aussi respectives. Il s'agit du quota d'unités vendues à dépasser pour chacun afin de déclencher l'allocation d'une prime à calculer en colonne F. Cette récompense est fixée à 50 € par ordinateur vendu au-delà du quota. Pour offrir un modèle dynamique sur lequel les leviers peuvent être actionnés, cette valeur doit être considérée comme une variable. C'est pourquoi elle est inscrite en cellule G2 de référence. Il s'agira ensuite de livrer la proportion des primes attribuées en colonne G. Ce calcul de synthèse permettra de comparer facilement les performances des commerciaux, les uns par rapport aux autres. Pour connaître rapidement le secteur le plus lucratif, disons un petit tableau qui est situé entre les colonnes I et J est disponible. Son objectif est de résumer le total des ventes réalisées par département. Ces statistiques favoriseront les comparaisons et interprétations bien évidemment. Enfin, d'autres calculs statistiques sont attendus entre les lignes 18 et 20 pour faire ressortir les valeurs seuil. Vous l'avez compris, ces gratifications sont sujettes à conditions. L'emploi de la fonction si est une fois de plus inévitable. Elle permet d'analyser un critère pour engager des actions comme des calculs adaptés. Le raisonnement est le suivant. Si la quantité vendue est supérieure au quota fixé, 50 € doivent être versés par ordinateur supplémentaire vendu. Le calcul consiste donc à faire la différence entre la quantité et le quota et à multiplier cette différence par les 50 € considérés en variable. Mais rappelons-le, ce montant unitaire de prime, donc, devra effectivement être exploité pour chacun des calculs et comme nous allons le comprendre, les références absolues vont nécessairement surgir. Sans plus attendre, donc, nous proposons de bâtir la première formule dynamique et c'est pourquoi je vous propose de sélectionner le premier montant de prime à trouver, soit la cellule F5. Nous initions la formule en tapant le symbole égal et nous saisissons le nom de la fonction conditionnelle, si, suivi d'une parenthèse ouvrante. Et l'ouverture de cette parenthèse appelle, comme vous le remarquez, les arguments à renseigner. À ce titre, vous notez aussi l'apparition d'une infobulle indiquant dans l'ordre que ces arguments sont au nombre de 3. Chacun est séparé d'un autre par un point-virgule. Le test logique est le critère, soit la comparaison qu'il va s'agir de réaliser pour déclencher l'allocation de la prime. Nous sélectionnons donc effectivement la première quantité à comparer pour intégrer sa référence D5 dans le calcul. Et puis, nous tapons le symbole supérieur suivi du symbole égal pour la comparaison à réaliser. Nous désignons alors le quota correspondant à atteindre, soit la cellule voisine pour intégrer sa référence E5. La partie du critère est terminée. Elle consiste à savoir si D5 est supérieur ou égal à E5. En d'autres termes, si la quantité vendue pour le commercial en cours est bien au moins égale au quota fixé. Si la condition est satisfaite, la prime doit être calculée. Donc,
nous tapons un point-virgule pour passer dans la branche alors de la fonction ci. Et puis, nous ouvrons une parenthèse pour la factorisation du calcul. En effet, la multiplication est prioritaire sur la soustraction, mais c'est bien le résultat de la soustraction, à effectuer d'abord donc, que nous devons calculer pour ensuite la multiplier par la prime unitaire. Nous sélectionnons de nouveau la quantité vendue, soit la cellule D5, nous tapons le symbole moins du pavé numérique pour enclencher la soustraction, nous sélectionnons le quota correspondant, soit la cellule E5, et nous fermons la parenthèse pour encapsuler cette soustraction comme nous l'avons évoqué. Ensuite, nous tapons le symbole de l'étoile du pavé numérique pour enclencher la multiplication. Et nous n'avons plus qu'à désigner la variable de la récompense, soit la cellule G2. Et surtout, nous n'oublions pas d'enfoncer la touche F4 du clavier pour la figer. En effet, les références absolues sont nécessaires dans ce calcul. Nous allons répliquer la formule sur les lignes du dessous. De fait, les références des cellules non figées vont suivre le déplacement pour s'adapter. Concernant la quantité et le quota, c'est bien ce que nous souhaitons. Pour chaque vendeur, nous devons considérer son résultat et sa contrainte. Mais le calcul, lui, doit toujours se baser sur cette cellule de référence située uniquement en case G2. Cette dernière ne doit pas suivre le déplacement. Nous la figeons donc. Nous tapons un point-virgule de nouveau, cette fois-ci pour passer dans la branche sinon de la fonction ci. Dans le cas contraire, c'est-à-dire lorsque le critère n'est pas vérifié, c'est-à-dire que la quantité vendue n'a pas atteint le quota, tout simplement, comme la condition n'est pas honorée, nous proposons de laisser la cellule vide pour une présentation épurée plutôt que d'inscrire le chiffre 0 par exemple. Et pour ce faire, je vous engage à taper deux guillemets et à fermer la parenthèse de la fonction ci. Comme vous le savez, les guillemets servent à inscrire du texte. En l'absence d'informations encapsulées, ils permettent simplement de garder la cellule vierge. Nous validons la formule par le raccourci clavier CTRL-Entrée. Je vous rappelle que cette combinaison de touches est importante dans Excel. Elle valide le calcul tout en conservant active la cellule du résultat. L'objectif est de pouvoir l'exploiter dans l'enchaînement. Le premier résultat tombe donc, et il semble cohérent pour deux raisons. Premièrement, la quantité vendue dépasse effectivement l'objectif, donc la prime doit bien être calculée. Deuxièmement, la différence est de 60 unités. Chacune est valorisée de 50 €, conduisant bien aux 3000 €. Cette formule donc que nous avons bâtie, dont la syntaxe est rappelée dans la barre de formule de la cellule active, nous devons la répliquer et pour ce faire nous devons agir sur la poignée qui est matérialisée par ce petit carré noir en bas à droite de la case, et lorsque vous pointez dessus, vous remarquez que le curseur se transforme en une croix noire indiquant qu'Excel est prêt à reproduire la logique, si bien que nous double-cliquons simplement avec le bouton gauche de la souris. Instantanément, tous les résultats sont livrés sur la hauteur du tableau. Cette technique est particulièrement efficace pour reproduire un calcul à la verticale. Dans ce contexte, Excel détecte les bornes du tableau. À l'horizontale, il aurait été nécessaire d'accompagner la poignée en la cliquant et en la glissant. Vous remarquez la présence fort naturelle de cellules vides précisément lorsque le vendeur n'a pas atteint son objectif. Le raisonnement semble donc s'être parfaitement adapté, et pour la bonne compréhension de la mécanique, il est intéressant de vérifier comment Excel a réagi. Je vous propose donc de double-cliquer sur le dernier résultat de la rangée, soit la cellule F16. Avec cette technique, nous affichons la syntaxe du calcul répliqué, nous mettons en valeur les cellules qui interviennent dans le calcul. Et vous remarquez que le test est bien réalisé sur la ligne du commercial en cours, soit la ligne 16, le calcul de la prime, quant à lui, considère irrémédiablement la cellule G2 judicieusement figée par les références absolues.
Enfoncez désormais donc la touche échappe du clavier, c'est nécessaire car je vous rappelle que nous abandonnons ici la modification de la saisie pour ne pas risquer d'endommager cette syntaxe en cliquant dans une autre cellule, ce qui permettrait ou risquerait d'impliquer, d'intégrer cette référence désignée dans la formule. Les calculs statistiques sont importants dans un tableau de synthèse. Ils rendent compte rapidement de la situation. Nous devons livrer les totaux et valeurs seuil entre les lignes 18 et 20 comme nous le disions. Nous proposons de produire ces trois calculs pour les quantités vendues et pour les primes. Ce dernier résultat est d'ailleurs nécessaire pour pouvoir calculer la part de primes distribuées en colonne G. Je vous propose donc que nous sélectionnions le premier total à livrer, soit la cellule D18. Et tout à fait à droite du ruban accueil, nous allons simplement cliquer sur le bouton somme automatique. Je vous rappelle qu'il est matérialisé par la lettre grecque sigma qui ressemble à la lettre M orientée à 90 degrés. Et au clic, vous constatez que la syntaxe de la somme s'inscrit automatiquement dans la cellule désignée. Excel a ajouté le symbole égal pour nous. La formule est en attente de validation ou de modification, et c'est ce que nous allons faire précisément. La suggestion de la plage à sommer déborde sur la cellule vide de séparation placée sous le tableau. Excel tente de regrouper toutes les cellules, ou plutôt toutes les données adjacentes qu'il est possible d'additionner. Cette cellule vide ne modifierait pas le résultat, néanmoins pour une maîtrise professionnelle, il n'est pas correct de l'intégrer. Je vous propose donc à la souris que nous resélectionnions la plage de cellules précises, soit D5 à D16, et nous validons la formule par le raccourci clavier CTRL-Entrée de nouveau. Et dans la foulée, nous allons réaliser un copier par le raccourci CTRL-C. Vous pouvez aussi cliquer sur le bouton copier situé dans la section presse-papier du ruban à accueil. Et puis, nous sélectionnons la cellule F18 sous la rangée des primes et nous allons coller cette formule par le raccourci clavier CTRL-V. Nous pouvons aussi cliquer sur le bouton coller, toujours dans la section presse-papier du ruban accueil. Et puis dans la foulée, nous allons soit réaliser le raccourci clavier CTRL-M ou cliquer sur le bouton format nombre comptabilité pour formater ce résultat en euros. Si nous double-cliquons sur cette cellule F18, vous constatez que la formule s'est parfaitement adaptée à son contexte. Le fond bleu repéré par Excel ne souffre aucune ambiguïté. La somme a bien été décalée pour fournir le total des primes en colonne F alors que nous l'avions initié sur le total des quantités en colonne D donc. Nous enfonçons de nouveau la touche échappe du clavier pour abandonner la modification de la syntaxe. Pour les valeurs seuil qui suivent, Excel offre les fonctions max et min. Nous pouvons saisir leur nom directement et renseigner leur argument en transmettant la plage de calcul. Mais nous pouvons aussi les déclencher comme nous venons de le faire pour la somme automatique. Il s'agit d'ailleurs de fonctions naturellement associées. Je vous propose donc que nous sélectionnions la première des plus grandes quantités à livrer, soit la cellule D19, et puis, tout à fait à droite du ruban accueil de nouveau, nous allons cliquer cette fois-ci sur la flèche du bouton somme automatique. Et comme vous le constatez, une liste des fonctions associées apparaît. Nous y choisissons la fonction max, et comme précédemment, la syntaxe de la formule s'inscrit en effet dans la cellule. La formule est en attente, la suggestion n'est pas correcte, il n'y a qu'une cellule contiguë, se base toujours sur les valeurs numériques qui sont à côté, il n'y en a qu'une ici en l'occurrence. À la souris, donc, nous désignons de nouveau toutes les quantités pour demander d'extraire la plus grande des valeurs sur la plage D5 à D16. Nous validons la formule par le raccourci clavier CTRL-Entrée pour garder le résultat actif. Nous le copions par le raccourci CTRL-C. Nous sélectionnons la cellule F19 sous la rangée des primes et nous collons la formule par le raccourci clavier CTRL-V. Nous pouvons réaliser ensuite le raccourci CTRL-M ou encore passer en format
monétaire pour afficher les euros. Et d'ailleurs, dans les deux cas, nous pourrions réduire la précision sur les décimales, mais tant qu'à faire, nous le ferons lorsque nous aurons obtenu aussi le résultat sur la plus petite des primes trouvées. Une fois encore, les références des cellules ont parfaitement suivi le décalage imposé par le copier-coller. C'est bien la plus grande prime attribuée qui est extraite et affichée. Dans la foulée donc, nous pouvons sélectionner cette fois-ci la cellule D20 pour extraire la plus petite quantité vendue. De nouveau, nous cliquons sur la flèche du bouton somme automatique, mais cette fois-ci nous choisissons la fonction dédiée, soit mine, et puis nous avons besoin, comme dans les deux cas précédents, de redésigner la plage précisément des quantités à partir desquelles il s'agit d'extraire la plus petite, suite à quoi nous pouvons valider la formule par contrôle entrée pour obtenir effectivement le résultat tout à fait cohérent que nous copions, CTRL C, et après avoir sélectionné la cellule F20 de destination que nous collons, CTRL V, que nous pouvons formater là encore en monétaire avec le bouton dédié dans la section nombre du ruban accueil. Le résultat obtenu est de 0 €, il coule de source puisque des cellules vides sont identifiées dans la colonne et à ce titre il est intéressant de constater que ces cellules vierges ne parasitent pas l'exploitation de ces fonctions statistiques. Nous aurions pu en douter dans la mesure où elles ne renferment pas de données numériques. Je vous propose donc effectivement que nous nous débarrassions des décimales qui ne sont pas nécessaires, elles alourdissent la présentation en cliquant 2 fois de suite sur le bouton réduire les décimales dans la section nombre du ruban accueil. Il s'agit désormais de calculer les parts de primes. Ces résultats sont intéressants pour confronter les résultats des vendeurs. À leur lecture, ils donneront immédiatement une idée générale sur les performances réalisées. Calculer la prime en pourcentage consiste à diviser la prime de chaque vendeur par la somme de toutes les primes versées. Donc, je vous propose que nous sélectionnions effectivement la première part de prime à calculer, en l'occurrence la cellule G5. Et comme toujours, nous tapons le symbole égal pour initier la syntaxe de la formule. Nous sélectionnons en effet la première prime pour intégrer sa référence F5 dans le calcul. Nous tapons le slash du pavé numérique pour enclencher la division et nous désignons le total des récompenses pour intégrer sa référence F18 dans la formule. Dans la foulée, surtout, nous n'oublions pas d'enfoncer la touche F4 du clavier pour l'afficher. Une fois de plus, les références absolues sont incontournables. Nous allons répliquer ce calcul sur les lignes du dessous. Ainsi, nous déduirons la part de prime pour chaque commercial. Chaque prime de chaque ligne doit donc être considérée, mais chacune d'entre elles doit être divisée par le même total situé en cellule F18 qui ne doit donc pas suivre le déplacement. Nous validons la formule par le raccourci clavier CTRL entrée comme toujours pour garder la cellule active et puis nous double-cliquons sur la poignée du résultat pour répercuter la logique sur la hauteur du tableau. Comme vous le constatez, des erreurs surviennent notifiées par le message valeur. Notre calcul est manuel, il ne s'agit plus de fonction Excel. Les cellules vides, de fait, deviennent gênantes. Il n'est en effet pas possible de diviser un texte, car il s'agit bien d'un texte, par un nombre. Néanmoins, nous pouvons contourner le problème grâce à la précieuse fonction si. Dans ce contexte, elle permet de corriger un défaut et non plus d'analyser les données d'un calcul. Elle consiste à vérifier si la cellule de la prime est vide. Dans ce cas, elle ne doit pas enclencher le calcul. Dans le cas contraire, elle doit le réaliser. Je vous propose donc que nous double-cliquions sur le premier résultat en cellule G5 et nous allons effectivement nous placer le point d'insertion en l'occurrence juste après le symbole égal pour adapter ce calcul de manière à ce qu'il puisse réagir en fonction de son environnement. Nous tapons la fonction conditionnelle suivie d'une parenthèse, et le critère consiste à vérifier si la cellule F5 que je ne peux pas atteindre à la souris, donc que je vais saisir au clavier, est égale à une cellule vide. Est-ce qu'elle est égale à guillemets. Si tel est le cas, point virgule, alors nous devons faire quoi? Eh bien, si la cellule est vide,
pour ne pas obtenir d'erreur, nous ne devons rien faire. Donc, nous allons laisser la cellule vide, guillemets, guillemets, comme précédemment. Dans le cas contraire, sinon, donc point virgule, eh bien effectivement, nous enclenchons le calcul puisque, vraisemblablement, la cellule est bien numérique, F5 divisé par F18. Et nous n'oublions pas de fermer la parenthèse de la fonction si que nous validons par le raccourci clavier CTRL-Entrée, suite à quoi nous double-cliquons sur la poignée du résultat pour répliquer cette modification sur la hauteur du tableau. Et si nous consultons la syntaxe du dernier calcul, vous remarquez que la logique s'est parfaitement répliquée, c'est bien la dernière prime qui est divisée par ce même total et au passage toutes les erreurs ont disparu en l'absence de données numériques en regard. Dans le petit tableau de synthèse sur la droite de la feuille, entre les colonnes I et J, nous devons désormais réaliser la somme des quantités vendues par département. Ainsi, nous en déduirons les secteurs vraisemblablement les plus dynamiques. Il ne s'agit pas d'une addition classique puisqu'elle dépend d'un paramètre variable et ce paramètre est indiqué en colonne I. La somme des quantités vendues doit être réalisée en fonction du numéro de département indiqué. C'est pourquoi Excel propose la fonction somme.si qui requiert 3 arguments. En premier argument, nous allons pouvoir lui indiquer la plage de cellules sur la colonne C, celle sur laquelle nous devons rechercher ces numéros de département. Et donc, en deuxième argument, nous allons pouvoir lui passer le numéro du département à trouver sur cette plage. En troisième argument, nous pourrons lui indiquer la plage correspondante sur laquelle la somme doit être faite en fonction, de ce critère. Il s'agit donc des quantités vendues en colonne D. Ainsi, à chaque numéro de département correspondant sur la colonne C, la valeur numérique concordante de la colonne D sera intégrée dans l'addition. Pour la démonstration, je vous propose que nous sélectionnions le premier résultat à trouver, en l'occurrence la cellule J5, nous tapons comme toujours le symbole égal pour déclencher la formule, nous saisissons le nom de cette fonction, somme.si, attention il s'agit bien d'un point et non d'une virgule, nous ouvrons la parenthèse et naturellement l'infobulle apparaît aussitôt pour nous aider à renseigner ces 3 arguments que nous venons d'expliquer. La plage, tout d'abord, du critère. Donc, nous sélectionnons dans un premier temps tous les départements. En l'occurrence, il s'agit de la plage C5 à C16. Et, dans la foulée, nous enfonçons une fois de plus la touche F4 du clavier pour l'afficher intégralement. Cette formule est en effet destinée à être répliquée sur les lignes du dessous. Pour tout nouveau département passé en critère, la recherche doit être réalisée sur cette même plage, dont les bornes, elles, ne doivent pas bouger, pas suivre ce déplacement. Donc désormais, nous pouvons taper un point-virgule pour passer dans l'argument du critère à trouver sur cette plage que nous venons d'indiquer. Et là, nous allons désigner la cellule I5. Vous voyez, je ne peux pas la sélectionner, donc, une fois encore, je vais simplement taper ces références au clavier, I5, donc. Lorsque nous répliquerons la formule sur les lignes du dessous, ce critère empruntera les autres valeurs naturellement, ligne à ligne, en suivant le déplacement. Nous tapons de nouveau un point-virgule pour passer dans le dernier argument, mentionné en gras comme vous le constatez, au fur et à mesure de l'évolution, pour pouvoir cette fois-ci désigner la plage correspondante pour l'addition. Nous n'avons plus qu'à la sélectionner. Il s'agit de la plage D5 à D16 que nous devons figer même sentence avec la touche F4 du clavier, puisqu'en effet, lorsque la formule sera reproduite sur les lignes du dessous, l'addition devra toujours être réalisée sur cette même plage aux bornes fixes. Nous n'avons plus qu'à fermer la parenthèse de notre fonction somme.si, à valider ce calcul par le raccourci clavier CTRL-Entrée et à double-cliquer sur la poignée du résultat comme toujours pour répliquer cette logique sur la hauteur de ce petit tableau. Instantanément, nous comprenons que le département de l'Isère, le 38, est le plus lucratif. Il dépasse, certes de peu, le département du Rhône, le 69.
La formule que nous avons bâtie fait bien référence donc aux critères situés en I5, nous l'avions mentionné en clavier, il agit bien sur des plages aux bornes qui sont figées. Si nous sélectionnons le dernier résultat, vous constatez que ces bornes n'ont absolument pas évolué. En revanche, le critère, lui, considère bien celui qui est placé sur la ligne 9, soit I9. Il s'agit en l'occurrence du département du Rhône. Comme toujours, nous avons construit donc une formule parfaitement dynamique. Si nous modifions l'un des départements en colonne C, par exemple le département de l'Isère, ici, en 26, eh bien constatez à validation que tous les résultats se mettent instantanément à jour, résultat de synthèse particulièrement important et intéressant pour déchiffrer rapidement les données du tableau. Pour parfaire ce modèle dynamique et simplifier l'interprétation de ces résultats, nous souhaitons désormais enclencher des repérages visuels automatiques. Nous souhaiterions, par exemple, mettre en évidence la ligne du meilleur commercial et celle du moins bon. Les symboliques de couleurs doivent être adaptées. La condition consiste à identifier respectivement la plus grande et la plus petite quantité vendue. Nous pourrons donc nous baser sur les résultats de synthèse offerts respectivement en lignes 19 et 20 précédemment calculés pour effectuer cette correspondance. Comme vous le savez, Excel propose des règles de mise en forme conditionnelle toutes faites qui semblent correspondre à nos besoins. Parmi elles, il y a les règles de valeur de plage haute-basse et certaines permettent de repérer notamment le plus grand et le plus petit d'une plage de cellules. Mais dans ces conditions, seule la cellule numérique est mise en évidence. Et pour plus de clarté quant à nous, nous souhaitons identifier la ligne entière du commercial. Nous devons donc bâtir nous-mêmes la syntaxe de cette règle spécifique. Comme il s'agit d'une mise en forme, nous devons commencer par désigner l'ensemble des données potentiellement concernées. Il s'agit en l'occurrence de la plage de cellules B5 AG16. Dans la foulée, dans la section style du ruban accueil, nous cliquons sur le bouton mise en forme conditionnelle et en bas de la liste, nous choisissons nouvelle règle. Dans la boîte de dialogue qui suit, puisque cette règle est spécifique, nous allons sélectionner le type, utiliser une formule pour déterminer pour quelle cellule le format sera appliqué. Dans la foulée, nous cliquons dans la zone de saisie qui est située juste en dessous pour l'activer et nous tapons le symbole égal pour initier la syntaxe de la règle. Ensuite, nous sélectionnons la première quantité à analyser pour intégrer sa référence D5 dans la règle. Nous le savons, avec les mises en forme conditionnelle, les références des cellules apparaissent complètement figées par défaut, comme ici avec les $. Or, cette règle doit passer en revue toutes les quantités en suivant la chronologie de la sélection. La référence D5 doit donc être autorisée à se déplacer vers le bas, soit en ligne. Inversement, sur une même ligne, donc pour un même vendeur, le critère doit nécessairement être analysé sur cette quantité qui ne doit donc pas bouger à l'horizontale, soit en colonne. Je vous propose donc d'enfoncer 2 fois de suite la touche F4 du clavier. Un seul $ demeure. Il est placé devant l'indice de colonne de la cellule. Elle a désormais interdiction de se déplacer à l'horizontale. Nous tapons ensuite le symbole égal pour la correspondance de la condition à satisfaire. Et puis, nous sélectionnons le résultat du maximum pour intégrer sa référence D19 dans le critère. Elle est elle aussi naturellement figée comme précédemment. Et cette fois, c'est ce que nous souhaitons. Chaque quantité passée en revue sur les lignes du tableau doit être comparée à cette même valeur seuil située dans une cellule de référence. Elle ne doit donc pas bouger. Le critère est donc le suivant. Est-ce que D5 est égal, D5 libre de se déplacer en ligne, est égal à D19. Il consiste à repérer la quantité vendue la plus grande dans le tableau. Si la condition est satisfaite, une alerte visuelle doit se déclencher pour repérer dynamiquement le vendeur en question. Donc, nous cliquons sur le bouton format associé. Dans la boîte de dialogue qui suit, nous activons l'onglet remplissage et dans la palette de couleurs, nous choisissons par exemple un vert clair qui est une symbolique positive et nous validons ce choix
par le bouton OK. Nous sommes de retour sur la première boîte de dialogue. L'aperçu explique effectivement qu'un fond vert se déclenchera sur la ligne du commercial ayant vendu le plus d'unités pour correspondre aux critères que nous avons construits. Et pour le constater, donc, nous cliquons sur le bouton OK pour finaliser la construction de cette règle. Le commercial bomber est instantanément mis à l'honneur. Cette alerte visuelle attire l'œil automatiquement pour faciliter l'interprétation des résultats. Elle est bien sûr dynamique. Si vous modifiez la quantité 510 par exemple par 200, vous remarquez à validation que le repérage se déplace pour identifier automatiquement le nouveau meilleur vendeur. Sur cette même plage de cellules, il reste à identifier le commercial le moins performant. Le procédé est identique, donc nous devons cliquer sur le bouton mise en forme conditionnelle et puis nous allons choisir de nouveau nouvelles règles. Dans la boîte de dialogue, nous choisissons le type utiliser une formule, nous activons la zone de saisie et nous initions la syntaxe avec le symbole égal. Mais cette règle doit effectivement être adaptée pour comparer chaque quantité, certes, que nous défigeons en ligne pour les mêmes raisons que précédemment en enfonçant 2 fois de suite la touche F4 du clavier, doit être comparée donc cette fois-ci avec la plus petite des quantités obtenues, résultat de synthèse calculé en cellule D20. Alors autant pour moi, je vais trop vite, bien entendu, j'ai oublié le symbole égal pour la comparaison, donc la cellule D5 que nous défigeons avec la touche F4 du clavier enfoncée 2 fois de suite en ligne. Est-ce que cette quantité est égale à la plus petite de tout que nous sélectionnons, qui est figée naturellement? Et comme nous le disions, lorsque ce critère est vérifié, la symbolique doit être adaptée. Nous cliquons sur le bouton format et dans l'onglet remplissage de la boîte de dialogue qui suit, nous choisissons une couleur qui tire vers le rouge. Il s'agit d'une symbolique plutôt négative dans ce cas-là pour délivrer la bonne interprétation à la lecture. Nous validons une première fois et nous validons une seconde fois pour obtenir le résultat dynamique sur notre tableau, donc parfaitement construit, dynamique une fois de plus, autant en termes de calcul que d'alerte visuelle. Voilà donc pour ces démonstrations, j'espère qu'elles vous ont plu. Si c'est le cas, comme toujours, je compte sur vous pour mettre un petit j'aime à la vidéo, et comme vous le savez, vous pouvez retrouver toutes les autres formations et exercices sur le site bombache.fr. Je vous remercie.